podcast. Relisons Les Misérables de Victor Hugo. Découpage radiophonique de Roger Pilaudin. Aujourd'hui, 5e chapitre, Marius ou les amis de l'ABC. Avec dans les principaux rôles Pierre Bertin, Gilles Normand, Jacques Dasque, Marius, Marcel André, Mabeuf, Jean Rochefort, Grantaire, Roger Pelletier, l'Aigle Bossuet, Michel Bouquet, Enjolras et Jean Villard, Victor Hugo. Réalisation Henri Soubeyran. La Révolution française est un tas de chenapans. Monsieur Gilles Normand, dont on vient d'entendre la phrase favorite, était un de ces hommes devenus curieux à voir uniquement à cause qu'ils ont longtemps vécu et qui sont étranges parce qu'ils ont jadis ressemblé à tout le monde et que maintenant, ils ne ressemblent plus à personne. C'était un vieillard particulier et bien véritablement l'homme d'un autre âge, le vrai bourgeois complet et un peu hautain du XVIIIe siècle, portant sa bonne vieille bourgeoisie de l'air dont les marquis portaient leur marquisat. Il avait dépassé 90 ans, marchait droit, parlait haut, voyait clair, buvait sec, mangeait, dormait et ronflait. Il avait ses 32 dents, il ne mettait des lunettes que pour lire. Oh, ces gazettes! Oh, quels sont ces gens-là? Corbière, Humann, Casimir Périer. Ça vous est ministre. Je me figure ceci dans un journal, Monsieur Gilles Normand, ministre. Ce serait farce. Eh bien, ils sont si bêtes que ça irait. Il avait des théories, en voici une. Quand un homme aime passionnément les femmes, et qu'il a lui-même une femme à lui dont il se soucie peu, laide, revêche, légitime, pleine de droits, juchée sur le code et jalouse au besoin, il n'a qu'une façon de s'en tirer et d'avoir la paix, c'est de laisser à sa femme les cordons de sa bourse. Cette abdication le fait libre. La femme s'occupe alors, se passionne au maniement des espèces. Si vert de grise les doigts, entreprend l'élève des métayers, le dressage des fermiers, convoque les avoués, préside les notaires, harangue les tabellions, visite les rabbins, suit les procès, rédige les baux, dicte les contrats, se sent souveraine, vend, achète, règle, j'ordonne, promet et compromet, lie et résilie, cède et concède et rétrocède, arrange, dérange, thésaurise, prodigue. Elle fait des sottises, bonheur magistral et personnel, et cela console. Pendant que son mari la dédaigne, elle a la satisfaction de ruiner son mari. Il avait eu 2 femmes. De la première, une fille qui était restée fille. Et de la seconde, une autre fille, morte vers l'âge de 30 ans, laquelle avait épousé par amour, ou hasard, ou autrement, un soldat de fortune, nommé Pontmercy, qui avait servi dans les armées de la République et de l'Empire, avait eu la croix à Austerlitz et avait été fait colonel et baron à Waterloo.
C'est la honte de la famille. Tel était Monsieur Luc Esprit Gillenormand, lequel n'avait point perdu ses cheveux, plutôt gris que blancs, y était toujours coiffé en oreilles de chien, en somme, et avec tout cela, vénérable. Il tenait du XVIIIe siècle, frivole et grand. Mademoiselle Gillenormand l'aînée tenait la maison de son père. Il y avait en outre, dans la maison, entre cette vieille fille et ce vieillard, un enfant. Un petit garçon, toujours tremblant et muet devant M. Gillenormand. M. Gillenormand ne parlait jamais à cet enfant que d'une voix sévère et quelquefois la canne levée. Il l'idolâtrait. C'était son petit-fils. Nous retrouverons cet enfant. M. Gillenormand n'avait aucune relation avec son gendre. Le colonel était pour lui un bandit, et il était pour le colonel une ganache. M. Gillenormand ne parlait jamais du colonel, si ce n'est quelquefois pour faire des allusions moqueuses à sa baronnie. Il était expressément convenu que Pontmercy n'essaierait jamais de voir son fils, ni de lui parler, sous peine qu'on le lui rendît chassé et déshérité. Pour les Gillenormand, Pontmercy était un pestiféré. Ils entendaient élever l'enfant à leur guise. L'enfant, qui s'appelait Marius, savait qu'il avait un père, mais rien de plus. Personne ne lui en ouvrait la bouche. Cependant, dans le monde où son grand-père le menait, les chuchotements, les demi-mots, les clins d'yeux s'étaient fait jour à la longue jusque dans l'esprit du petit. Il avait fini par comprendre quelque chose, et il en vint peu à peu à ne songer à son père qu'avec honte et le cœur serré. Pendant qu'il grandissait ainsi, tous les 2 ou 3 mois, le colonel s'échappait, venait furtivement à Paris comme un repris de justice qui rompt son banc, et allait se poster à Saint-Sulpice à l'heure où la tante Gillenormand menait Marius à la messe. Là, tremblant que la tante ne se retournât, caché derrière un pilier, immobile, n'osant respirer, il regardait son enfant. Ce balafré avait peur de cette vieille fille. 2 fois l'an, au 1er janvier et à la Saint-Georges, Marius écrivait à son père des lettres de devoir que sa tante dictait et qu'on lui dit copier dans quelques formulaires. C'était tout ce que tolérait M. Gillenormand, et le père répondait des lettres fort tendres que l'aïeul fourrait dans sa poche sans les lire. Marius Pontmercy fit comme tous les enfants des études quelconques. Il entra à l'école de droit. Il était alors royaliste, fanatique et austère. Il aimait peu son grand-père, dont la gaieté et le cynisme le froissaient, et il était sombre à l'endroit de son père. En 1827, Marius venait d'atteindre ses 17 ans. Comme il rentrait un soir, il vit son grand-père qui tenait une lettre à la main. « Marius, tu partiras demain pour Vernon. »« Pourquoi ?»« Pour voir ton père. Il paraît qu'il est malade, il te demande. »« Pars demain matin. Je crois qu'il y a, cours des Fontaines, une voiture qui part à 6 heures et qui arrive le soir. Me prends là. Il dit que c'est pressé. » Qu'est-ce que c'est? Monsieur Pontmercy. Est-ce ici? Oui. Pourrais-je lui parler? Non, monsieur. Mais je suis son fils, il m'attend. Il ne vous attend plus. Entrez, monsieur. Il est là. Il a été pris il y a 3 jours d'une fièvre cérébrale. La maladie a rapidement empiré. Peu avant de mourir, il a eu un accès de délire. Il s'est levé de son lit en criant « Mon fils n'arrive pas, je vais au-devant de lui !» Puis il est sorti de la chambre et tombé sur le carreau de l'antichambre. Mort. Comme il vous a réclamé, monsieur. Vous arrivez trop tard. Il y a là un papier pour vous. Merci. Pour mon fils. L'empereur m'a fait baron sur le champ de bataille de Waterloo. Puisque la Restauration me conteste ce titre que j'ai payé de mon sang, mon fils le prendra et le portera. Il va sans dire qu'il en sera digne.
À cette même bataille de Waterloo, un sergent m'a sauvé la vie. Cet homme s'appelle Thénardier. Dans ces derniers temps, je crois qu'il tenait une petite auberge dans un village des environs de Paris, à Chelles ou à Montfermeil. Si mon fils le rencontre, il fera à Thénardier tout le bien qu'il pourra. Marius n'était demeuré que 48 heures à Vernon. Après l'enterrement, il était revenu à Paris et s'était remis à son droit sans plus songer à son père que s'il n'eût jamais vécu. En 2 jours, le colonel avait été enterré et en 3 jours, oublié. Marius avait un crêpe à son chapeau, voilà tout. Je demande pardon, monsieur, de vous avoir dérangé tout à l'heure en vous réclamant la place que vous occupiez. Mais vous avez dû me trouver fâcheux. Faut que je vous explique. Monsieur, c'est inutile. Je me suis agenouillé par distraction sur cette chaise, sans remarquer qu'elle portait un nom. Je veux pas que vous ayez mauvaise opinion de moi. Voyez-vous, je tiens à cette place. Il me semble que la messe y est meilleure. Et pourquoi donc, monsieur? Pourquoi? Je vais vous le dire. C'est à cette place-là que j'ai vu venir, pendant des années, tous les 2 ou 3 mois régulièrement, un pauvre brave père qui n'avait pas d'autre occasion de voir son enfant, parce que, pour des arrangements de famille, on en empêchait. Il venait à l'heure où il savait qu'on menait son fils à la messe. Le petit ne se doutait pas que son père était là. Il savait même peut-être pas qu'il avait un père, l'innocent. Le père, lui, se tenait derrière ce pilier pour qu'on ne le vît pas. Il regardait son enfant et il pleurait. Il adorait ce pauvre homme. J'ai vu cela. Cet endroit est devenu comme sanctifié pour moi et j'ai pris l'habitude de venir y entendre la messe. J'ai même un peu connu ce malheureux monsieur. Il avait un beau-père, une tante riche, des parents, je ne sais plus trop, qui menaçaient de déshériter l'enfant si lui, le père, il le voyait. Il s'était sacrifié pour que son fils fût riche un jour et heureux. On l'en séparait pour opinion politique. Certainement, j'approuve les opinions politiques, mais il y a des gens qui ne savent pas s'arrêter. Mon Dieu, parce qu'un homme a été à Waterloo, c'est pas un monstre. On ne sépare point pour cela un père de son enfant. C'était un colonel de Bonaparte. Il est mort, je crois. Il meurait à Vernon, où j'ai mon frère curé. Et il s'appelait quelque chose comme Pont-Marie ou Montpercy. Il avait, ma foi, un beau coup de sabre. Pontmercy. Précisément, Pontmercy. Mais est-ce que vous l'avez connu? Monsieur, c'était mon père. Monsieur, nous avons arrangé une partie de chasse avec quelques amis. Voulez-vous me permettre de m'absenter 3 jours? Mais 4! Va! Amuse-toi, Marius! Marius fut 3 jours absent. Puis il revint à Paris, alla droit à la bibliothèque de l'école de droit et demanda la collection du Moniteur. Il lut le Moniteur. Il lut toutes les histoires de la République et de l'Empire, le mémorial de Sainte-Hélène, les mémoires, les journaux, les bulletins, les proclamations. Il dévora tout. La première fois qu'il rencontra le nom de son père dans les bulletins de la Grande Armée, il en eut la fièvre toute une semaine. Diable, je croyais que c'était une galanterie. Il paraît que c'est une passion. C'était une passion, en effet. Marius était en train d'adorer son père. Cette histoire, où il venait de mettre les yeux, l'effarait. Le premier effet fut l'éblouissement. La République, l'Empire, n'avaient été pour lui jusqu'alors que des mots monstrueux.
la République, une guillotine dans un crépuscule, l'Empire, un sabre dans la nuit. Il venait d'y regarder, et là où il s'entendait à ne trouver qu'un chaos de ténèbres, il avait vu, avec une sorte de surprise inouïe mêlée de crainte et de joie, étinceler des astres, Mirabeau, Vergniaud, Saint-Just, Robespierre, Camille Desmoulins, Danton, et se lever un soleil, Napoléon. Peu à peu, la Révolution et l'Empire se mirent lumineusement en perspective devant sa prunelle visionnaire. Il vit chacun de ces deux groupes d'événements et d'hommes se résumer dans deux faits énormes, la République dans la souveraineté du droit civique restitué aux masses, l'Empire dans la souveraineté de l'idée française imposée à l'Europe. Il vit sortir de la Révolution la grande figure du peuple et de l'Empire la grande figure de la France. Il se déclara dans sa conscience que tout cela avait été bon. Il s'aperçut alors que jusqu'à ce moment, il n'avait pas plus compris son pays qu'il n'avait compris son père. Il n'avait connu ni l'un ni l'autre, et il avait une sorte de nuit volontaire sur les yeux. Il voyait maintenant, et d'un côté il admirait, et de l'autre il adorait. Oh, mon père, si Dieu, dans sa compassion et dans sa bonté, avait permis que tu fusses encore vivant, comme je courrais, comme je me précipiterais, comme je te crierais « Père, me voici, c'est moi. J'ai le même cœur que toi. Je suis ton fils. » Comme j'embrasserais ta tête blanche, comme j'inonderais tes cheveux de larmes, comme je contemplerais ta cicatrice, presserais tes mains, adorerais tes vêtements, baiserais tes pieds. Pourquoi es-tu mort si tôt, avant l'âge, avant la justice, avant l'amour de ton fils? Une nuit, il était seul dans sa petite chambre située sous le toit. Il lisait les bulletins de la Grande Armée, ces strophes homériques écrites sur le champ de bataille. Il y voyait par intervalles le nom de son père, toujours le nom de l'empereur. Tout le grand empire lui apparaissait. Il sentait comme une marée qui se gonflait en lui et qui montait. Il lui semblait par moments que son père passait près de lui comme un souffle et lui parlait à l'oreille. Il devenait peu à peu étrange. Il croyait entendre les tambours, le canon, les trompettes, le pas mesuré des bataillons, le galop sourd et lointain des cavaleries. Il était transporté, tremblant, haletant. Tout à coup, sans savoir lui-même ce qui était en lui et à quoi il obéissait, il se dressa, étendit ses deux bras hors de la fenêtre, regarda fixement l'ombre, le silence, l'infini ténébreux, l'immensité éternelle, et cria « Vive l'empereur !» Quand il eut tout à fait perdu son ancienne peau de Bourbonien et d'ultra, quand il eut dépouillé l'aristocrate, le jacobite et le royaliste, lorsqu'il fut pleinement révolutionnaire, il alla chez un graveur du quai des Orfèvres et y commanda 100 cartes portant ce nom, le baron Marius Pontmercy. Tiens. Tu es baron à présent? Oh, je te fais mon compliment. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire que je suis le fils de mon père. Ton père, c'est moi. Mon père, c'était un homme humble et héroïque qui a glorieusement servi la République et la France, qui a été grand dans la plus grande histoire que les hommes aient jamais faite, qui a vécu un quart de siècle au bivouac, le jour sous la mitraille et sous les balles, la nuit dans la neige, dans la boue, sous la pluie, qui a pris 2 drapeaux, qui a reçu 20 blessures, qui est mort dans l'oubli et dans l'abandon, et qui n'a jamais eu qu'un tort, c'est de trop aimer 2 ingrats, son pays et moi. Marius? Oh, formidable enfant. Je ne sais pas ce qu'était ton père, je ne veux pas le savoir, je n'en sais rien, hein, et je ne le sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'il n'y a jamais eu que des misérables parmi tous ces gens-là. C'est que c'était tous des gueux, des assassins, des bonnets rouges, des voleurs. Je dis tous. Je ne connais personne, je dis tous. Entends-tu, Marius? Vois-tu bien, tu es baron comme ma pantoufle. C'était tous des bandits qui ont servi Robespierre. Tous des brigands qui ont servi Buonaparte. Tous des traîtres qui ont trahi le roi légitime.
Tous des lâches qui se sont sauvés devant les Prussiens et les Anglais à Waterloo. Voilà ce que je sais. Si monsieur votre père est là-dessous, je l'ignore. J'en suis fâché, tant pis, votre serviteur. Là-bas, les Bourbons! Et ce gros cochon de Louis XVIII! Un baron comme monsieur et un bourgeois comme moi ne peuvent rester sous le même toit. Va-t'en. Vous enverrez tous les 6 mois 60 pistoles à ce buveur de sang. Et vous ne m'en parlerez jamais. Monsieur Marius Pontmercy! Hein? Vous êtes Monsieur Marius Pontmercy? Sans doute. Je vous cherchais. Comment cela? Je ne vous connais pas. Moi non plus. Mais vous n'étiez pas à l'école avant-hier? Cela est possible. Cela est certain. Vous êtes étudiant? Oui, monsieur, comme vous. Avant-hier, je suis entré à l'école. Oh, par hasard. Vous savez, on a quelquefois de ces idées-là. Le professeur était en train de faire l'appel. Vous n'ignorez pas qu'ils sont très ridicules dans ce moment-ci. Au 3e appel manqué, on vous raye l'inscription, 60 francs dans le gouffre. C'était Blondeau qui faisait l'appel. Vous connaissez Blondeau, il a le nez fort pointu et fort malicieux, et il flaire avec délice les absents. Il a sournoisement commencé par la lettre P. Oh, je n'écoutais pas, n'étant point compromis dans cette lettre-là. L'appel n'allait pas mal, aucune radiation. L'univers était présent. Blondeau était triste. Je disais par moi, Blondeau, mon amour, tu ne feras pas la plus petite exécution aujourd'hui. Tout à coup, Blondeau appelle Marius Pontmercy. Personne ne répond. Blondeau, plein d'espoir, répète plus fort Marius Pontmercy. Et il prend sa plume. Monsieur, j'ai des entrailles. Je me suis dit rapidement, voilà un brave garçon qu'on va rayer. Attention, ceci est un véritable vivant qui n'est pas exact. Ceci n'est pas un bon élève. Ce n'est point là un cul de plomb, un étudiant qui étudie, un blanc-bec pédant, fort en sciences, lettres, théologie et sapiens, un de ces esprits bêta, tirés à 4 épingles, une épingle par faculté. Non, c'est un honorable paresseux qui flâne, qui pratique la villégiature, qui cultive la grisette, qui fait la cour aux belles, qui est peut-être, en cet instant-ci, chez ma maîtresse. Sauvons-le! Mort à Blondeau! En ce moment, Blondeau a trempé dans l'encre sa plume noire de rature, a promené sa prunelle fauve sur l'auditoire et a répété pour la 3e fois « Marius Pontmercy ». J'ai répondu « Présent ». Cela fait que vous n'avez pas été rayé. Oh, monsieur. Et que moi, je l'ai été. Je ne vous comprends pas. Rien de plus simple, j'étais près de la chaire pour répondre et près de la porte pour m'enfuir. Le professeur me contemplait avec une certaine fixité. Brusquement, Blondeau, qui doit être le nez malin dont parle Boileau, saute à la lettre L. Oui, L, c'est ma lettre. Je suis de Meaux, je m'appelle l'Aigle. L'Aigle, quel beau nom. Monsieur le Blondeau arrive à ce beau nom et crie « L'Aigle ». Je réponds « Présent ». Alors Blondeau me regarde avec la douceur du tigre et me dit « Si vous êtes Pontmercy, vous n'êtes pas l'Aigle ». Ceci dit, il me raye. Oh, monsieur, je suis mortifié. Jeune homme, que ceci vous serve de leçon. À l'avenir, soyez exact. Je vous fais vraiment 1000 excuses. Ne vous exposez plus à faire rayer votre prochain. Oh, je suis désespéré. Et moi, ravi. Non, j'étais sur la pente d'être avocat. Cette rature me sauve. Je renonce au triomphe du barreau. Je ne défendrai point la veuve et je n'attaquerai point l'orphelin. Plus de toge, plus de stage. Voilà ma radiation obtenue. C'est à vous que je la dois, monsieur Pontmercy. J'entends vous faire solennellement une visite de remerciement. Où demeurez-vous? Dans ce cabriolet. Signe d'opulence. Je vous félicite. Vous avez là un loyer de 9000 francs par an. Permettez-moi, monsieur Pontmercy, de vous présenter mon ami Courfeyrac. Courfeyrac, monsieur Pontmercy, qui demeure dans ce cabriolet. Je suis dans ce loyer depuis 2 heures et j'aspirais à en sortir. Mais c'est une histoire comme cela, je ne sais où aller. Monsieur, venez chez moi. J'aurai la priorité, mais je n'ai pas de chez moi. Tais-toi, Bossuet. Bossuet? Il me semble que vous appeliez l'Aigle. 2 mots. Par métaphore, Bossuet. Je monte avec vous, monsieur Pontmercy. Cocher, hôtel de la Porte Saint-Jacques. En quelques jours, Marius fut l'ami de Courfeyrac. La jeunesse est la saison des promptes soudures et des cicatrices rapides. À propos, avez-vous une opinion politique? Tiens, Qu'est-ce que vous êtes? démocrate bonapartiste. Oh, nuance gris de sourire rassuré. Alors, il faut que je vous donne vos entrées dans la Révolution. Je vous emmène au Café Musin. Je vais vous présenter aux amis de l'ABC. Qui sont-ils? Une société, monsieur Pontmercy, ayant pour but l'éducation des enfants
En apparence. Et en réalité? Le redressement des hommes. L'ABC, c'est le peuple. Nous voulons le relever. Vous auriez tort de rire du calembour, monsieur Pontmercy. Les calembours sont quelquefois graves en politique. Témoin barbari et barberini. Témoin tues Petrus et superanque Petram. Allons chez Musin. Nous y sommes. Et voici les amis de l'ABC. Vous connaissez déjà l'Aigle et moi. Vous connaîtrez bientôt ceux-là. Enjolras, Combeferre, Jean Prouvaire, Feuilly, Bahorel, Joly, Grantaire. Tous ces jeunes gens si divers que Courfeyrac présentait à Marius avaient une même religion, le progrès. Tous étaient les fils directs de la Révolution française. Les plus légers devenaient solennels en prononçant cette date, 89. Prenez place, monsieur Pontmercy. Grantaire, comme d'habitude, est parfaitement gris et nous aurons droit à un discours. J'ai soif! Mortel! J'ai fait un rêve. Que la tonne de Heidelberg est une attaque d'apoplexie et être de la douzaine de sangsues qu'on lui appliquera. Je voudrais voir. Je désire oublier la vie. La vie est une invention hideuse de je ne sais qui. Cela ne dure rien et cela ne vaut rien. On se casse le cou à vivre. La vie est un décor où il y a peu de praticables. Le bonheur est un vieux châssis peint d'un seul côté. L'Ecclésiaste dit « Tout est vanité ». Je pense comme ce bonhomme qui n'a peut-être jamais existé. Zéro, ne voulant pas aller tout nu, c'est vêtu de vanité. Oh, vanité. Rhabillage de tout avec des grands mots. Une cuisine est un laboratoire, un danseur est un professeur, un saltimbanque est un gymnaste, un boxeur est un pugiliste, un apothicaire est un chimiste, un perruquier est un artiste, un gâcheux est un architecte, un jockey est un sportsman, un cloporte est un ptérigibranche. La vanité a un envers et un endroit. L'endroit est bête, c'est le nègre avec ses verroteries. L'envers est sot, c'est le philosophe avec ses guenilles. Je pleure sur l'un et je ris de l'autre. C'est dommage que je sois un ignorant, car je vous citerai une foule de choses, mais je ne sais rien. Par exemple, j'ai toujours eu de l'esprit. Quand j'étais élève chez Cros, au lieu de barbouiller des tableautins, je passais mon temps à chipper des pommes. Rapin et le mâle de rapine. Voilà pour moi. Quant à vous autres, vous me valez. Je me fiche de vos perfections, excellences et qualités. Toute qualité verse dans un défaut. L'économe touche à l'avare, le généreux confine au prodigue, le brave côtoie le bravache, qui dit très pieux, dit un peu cagot. Il y a juste autant de vices dans la vertu qu'il y a de trous au manteau de Diogène. Qui admirez-vous? Le tué ou le tueur? César ou Brutus? Généralement, on est pour le tueur. Vive Brutus, il a tué. C'est ça qui est la vertu. Vertu, soit, mais folie aussi. Il y a des tâches bizarres à ces grands hommes-là. Donc, je dédaigne le genre humain. Voulez-vous que je me mette à admirer les peuples? Quel peuple, s'il vous plaît? Est-ce la Grèce? Les Athéniens, ces Parisiens de jadis tuaient Phocion, comme qui dirait Coligny, et flagornaient les tyrans au point qu'Anacéphore disait à Pisistrate « Son urine attire les abeilles. » Admirerais-je l'Angleterre? Admirerais-je la France? La France? Pourquoi? À cause de Paris? Je viens de vous dire mon opinion sur Athènes. L'Angleterre? Pourquoi? À cause de Londres? Je hais Carthage. Et puis Londres, métropole de luxe et le chef-lieu de la misère. Sur la seule paroisse de Charing Cross, il y a par an 100 morts de faim. Tel est Albion. L'Allemagne, c'est la lymphe. L'Italie, c'est la Bible. Nous extasierons-nous sur la Russie? Voltaire l'admirait. Il admirait aussi la Chine. Je conviens que la Russie a ses beautés, entre autres un fort despotisme, mais je plains les despotes.
Tous les peuples civilisés offrent à l'admiration du penseur ce détail, la guerre. Or, la guerre civilisée, épuise et totalise toutes les formes du banditisme. Depuis le brigandage des trabucaires aux gorges du mont Jaxa jusqu'à la maraude des Indiens comanches dans la passe douteuse. Ah, me direz-vous, l'Europe vaut pourtant mieux que l'Asie. Je conviens que l'Asie est farce. Mais je ne vois pas trop ce que vous avez à rire du grand lama, vous, peuple d'Occident qui avez mêlé à vos modes et à vos élégances toutes les ordures compliquées de majesté, depuis la chemise sale de la reine Isabelle jusqu'à la chaise percée du dauphin. Que voulez-vous que je vous dise? L'homme est mauvais, l'homme est difforme, le papillon est réussi, l'homme est raté. Dieu a manqué cet animal-là. Une foule est un choix de laideur. Le premier venu est un misérable. Femme rime à infâme. Oui, j'ai le spleen compliqué de la mélancolie, avec la nostalgie plus l'hypocondrie, et je bisque, et je rage, et je bâille, et je m'ennuie, et je m'assomme, et je m'embête. Que Dieu aille au diable! Silence, R majuscule! Ce sceptique avait un fanatisme. Ce fanatisme n'était ni une idée, ni un dogme, ni un art, ni une science. C'était un homme, Enjolras. Grantaire admirait, aimait et vénérait Enjolras. À qui se ralliait ce douteur anarchique dans cette phalange d'esprit absolu, au plus absolu? De quelle façon Enjolras le subjuguait-il? Par les idées? Non, par le caractère. Phénomène souvent observé. Un sceptique qui adhère à un croyant, cela est simple, comme la loi des couleurs complémentaires. Ce qui nous manque nous attire. Personne n'aime le jour comme l'aveugle. La naine adore le tambour-major. Le crapaud a toujours les yeux au ciel. Pourquoi? Pour voir voler l'oiseau. Grantaire, en qui rampait le doute, aimait avoir dans Enjolras la foi planée. Il avait besoin d'Enjolras. Sans qu'il s'en rendît clairement compte, et sans qu'il songeât à se l'expliquer à lui-même, cette nature chaste, saine, ferme, droite, dure, candide, le charmait. Il admirait d'instinct son contraire. Ses idées molles, fléchissantes, disloquées, malades, difformes, se rattachaient à Enjolras comme à une épine dorsale. Son rachis moral s'appuyait à cette fermeté. Grantaire, près d'Enjolras, redevenait quelqu'un. Enjolras, croyant, dédaignait ce sceptique et, sobre, cet ivrogne. Il lui accordait un peu de pitié hautaine. Grantaire était un Pilate point accepté, toujours rudoyé par Enjolras, repoussé durement, rejeté et revenant, il disait d'Enjolras « Quel beau marbre !» Un autre coin était en proie à une discussion poétique. La mythologie païenne se gourmait avec la mythologie chrétienne. Il s'agissait de l'Olympe, dont Jean Prouvaire, par romantisme même, prenait le parti. N'insultons pas les dieux. Les dieux ne s'en sont peut-être pas allés. Jupiter ne me fait point l'effet d'un mort. Les dieux sont des songes, dites-vous. Eh bien, même dans la nature telle qu'elle est aujourd'hui, après la fuite de ces songes, on retrouve tous les grands vieux mythes païens. Telle montagne à profil de citadelle comme le Vignemale, par exemple, est encore pour moi la coiffure de Cybèle. Il ne m'est pas prouvé que Pan ne vienne pas la nuit souffler dans le tronc creux des saules, en bouchant tour à tour les trous avec ses doigts. Et j'ai toujours cru que Io était pour quelque chose dans la cascade de Pissevache. Dans le dernier coin, on parlait politique. On malmenait la charte, octroyée. Combeferre la soutenait mollement, Courfeyrac la battait en brèche énergiquement. Premièrement, je ne veux pas de roi. Ne fût-ce qu'au point de vue économique, je n'en veux pas. Un roi est un parasite. On n'a pas de roi gratis. Écoutez ceci. Cherté des rois. À la mort de François Ier, la dette publique en France était de 30 000 livres de rente. À la mort de Louis XIV, elle était de 2,6 milliards à 28 livres le marc. Ce qui équivalait en 1760 à 4,5 milliards, et ce qui équivaudrait aujourd'hui à 12 milliards. Et deuxièmement, n'en déplaise à Combeferre,
Une charte octroyée est un mauvais expédient de civilisation. Sauver la transition, adoucir le passage, amortir la secousse, faire passer insensiblement la nation de la monarchie à la démocratie par la pratique des fictions constitutionnelles, détestable raison que tout cela. Non, n'éclairons jamais le peuple à faux jour. Les principes s'étiolent et pâlissent dans votre cave constitutionnelle. Pas d'abattardissement, pas de compromis, pas d'octroi du roi au peuple. Dans tous ces octrois-là, il y a un article 14. À côté de la main qui donne, il y a la griffe qui reprend. Je refuse net votre charte. Une charte est un masque, le mensonge est dessous. Un peuple qui accepte une charte abdique. Le droit n'est que le droit entier. Non, pas de charte. Au milieu du brouhaha, Bossuet termina tout à coup une apostrophe quelconque à Combeferre par cette date. 18 juin 1815, Waterloo. À ce nom, Waterloo, Marius commença à regarder fixement l'auditoire. Courfeyrac s'était levé. Pardieu, ce chiffre 18 est étrange et me frappe. C'est le nombre fatal de Bonaparte. Mettez Louis devant et Bonaparte derrière, vous avez toute la destinée de l'homme, avec cette particularité expressive que le commencement y est talonné par la fin. Tu veux dire le crime, par l'expiation. Ce mot « crime », prononcé par Enjolras, dépassait la mesure de ce que pouvait accepter Marius, déjà très ému par la brusque évocation de Waterloo. Il se leva, marcha lentement vers la carte de France étalée sur le mur, et au bas de laquelle on voyait une île dans un compartiment séparé, et il posa son doigt sur ce compartiment. La Corse. Une petite île qui a fait la France bien grande. La France, monsieur Pontmercy, n'a besoin d'aucune Corse pour être grande. La France est grande parce qu'elle est la France. Quia nominor Léo. À Dieu ne plaise que je diminue la France. Mais ce n'est point la diminuer que de lui amalgamer Napoléon. À ça parlons donc. Je suis nouveau venu parmi vous, mais je vous avoue que vous m'étonnez. Où en sommes-nous? Qui sommes-nous? Qui êtes-vous? Qui suis-je? Expliquons-nous sur l'empereur. Je vous entends dire Bonaparte, en accentuant l'U, comme les royalistes. Je vous préviens que mon grand-père fait mieux encore. Il dit Bonaparte. Je vous croyais des jeunes gens. Où mettez-vous donc votre enthousiasme? Mais qu'est-ce que vous en faites? Qui admirez-vous si ce n'est pas l'empereur? Et que vous faut-il de plus? Si vous ne voulez pas de ce grand homme-là, de quels grands hommes voudrez-vous? Il avait tout. Il était complet. Il avait dans son cerveau le cube des facultés humaines. Il faisait des codes comme Justinien. Il dictait comme César. Sa causerie mêlait l'éclair de Pascal au coup de foudre de Tacite. Il faisait l'histoire et il l'écrivait. Ses bulletins sont des Iliades. Il combinait le chiffre de Newton avec la métaphore de Mahomet. Il laissait derrière lui, dans l'Orient, des paroles grandes comme les pyramides. À Tilsit, il enseignait la majesté aux empereurs. À l'Académie des sciences, il donnait la réplique à Laplace. Au Conseil d'État, il tenait tête à Merlin. Il donnait une arme à la géométrie des uns et à la chicane des autres. Il était légiste avec les procureurs et sidéral avec les astronomes. Comme Cromwell, soufflant une chandelle sur deux, il s'en allait au temple, marchander un gland de rideau. Il voyait tout. Il savait tout. Ce qui n'empêchait pas de rire d'un grand rire bonhomme au berceau de son petit enfant. Et tout à coup, l'Europe effarée écoutait. Des armées se mettaient en marche. Des parcs d'artillerie roulaient. Des ponts de bateaux s'allongeaient sur les fleuves. Les nuées de la cavalerie galopaient dans l'ouragan. Cris, trompettes, tremblements de trône partout. Les frontières des royaumes oscillaient sur la carte. On entendait le bruit d'un glaive surhumain qui sortait du fourreau. On le voyait, lui, se dresser debout sur l'horizon, avec un flamboiement dans la main et un resplendissement dans les yeux, déployant dans le tonnerre ses deux ailes, la grande armée et la vieille garde. Et c'était l'archange de la guerre. Soyons justes, mes amis. Être l'empire d'un tel empereur, quelle splendide destinée pour un peuple, lorsque ce peuple est la France, et qu'il ajoute son génie au génie de cet homme. Apparaître et régner, marcher et triompher, avoir pour étape toutes les capitales, prendre ses grenadiers et en faire des rois,
décréter des chutes de dynastie, transfigurer l'Europe au pas de charge, qu'on sente, quand vous menacez, que vous mettez la main sur le pommeau de l'épée de Dieu, suivre dans un seul homme Hannibal, César et Charlemagne, être le peuple de quelqu'un qui mêle à toutes vos aubes l'annonce éclatante d'une bataille gagnée, avoir pour réveil matin le canon des Invalides, jeter dans des abîmes de lumière des mots prodigieux qui flamboient à jamais, Marengo, Arcole, Austerlitz, Iéna, Wagram, faire à chaque instant éclore au zénith des siècles des constellations de victoire, donner l'Empire français pour pendant à l'Empire romain, être la grande nation et enfanter la grande armée, faire envoler par toute la terre ses légions, comme une montagne envoie de tous côtés ses aigles, vaincre, dominer, foudroyer, être en Europe une sorte de peuple doré à force de gloire, sonner à travers l'histoire une fanfare de titans, conquérir le monde 2 fois, par la conquête et par l'éblouissement, cela est sublime. Mais qu'y a-t-il de plus grand? Être libre. Si César m'avait donné la gloire et la guerre, et qu'il me fallut quitter l'amour de ma mère, je dirais au grand César, reprends ton sceptre et ton char. J'aime mieux ma mère au guet, j'aime mieux ma mère. Ma mère. Ma mère. Citoyen Pontmercy, ma mère, c'est la République. Relisons Les Misérables de Victor Hugo. C'était aujourd'hui le 5e chapitre, Marius ou les amis de l'ABC. Avec Pierre Bertin, Gilles Normand, Jacques d'Asque, Marius, Marcel André, Mabeuf, Jean Rochefort, Grantaire, Roger Pelletier, L'Aigle Bossuet, Michel Bouquet, Enjolras. Avec Robert Party, Roger Bray, René Farabé, Suzanne Stanley. Et dans le rôle de Victor Hugo, Jean Villard. Chef opérateur du son, Jean Jusforgue. Collaboration technique, Claude Oberlé. Bruitage, Jean Berriac. Assistante, Suzanne David. Réalisation, Henri Soubéran.